Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de news importante, donc on va s'en tenir à la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et Total 3, ainsi que les quelques petites news qu'on aura à se mettre sous la dent. Allez, intro. Alors, Bitcoin au niveau des 64 000 $, on est le 1er octobre, il est 11h13. Concrètement, on a ce support 1 heure qui a été revisité une nouvelle fois et qui a tenu. À ce stade, en tout cas pour le moment, on est en train de faire un retracement haussier. On ira voir les afflux ETF tout à l'heure, etc. Toutes ces choses-là. On va dire que sur le 4 heures, on n'est pas non plus sur un retracement extrêmement important à la hausse. Je dirais que on peut considérer, et ça c'est bien évidemment clair, que ce 4 heures-là a été cassé et que désormais on a refusé plutôt sur cette zone-là en 4 heures. L'emmener voilà, quelque part par ici. La prochaine résistance, elle se trouve par là et le support se trouve par là. Donc en intraday, c'est jouable de jouer un petit peu entre 62 et 66. Finalement, le range. Attention, et ça je dirais sur la structure 4 heures, si on commence à perdre ça, à ce moment-là, ça nous emmènerait sous cette boîte de liquidité-là, on en a parlé hier, puisque vous avez une structure de retournement, une épaule tête-épaule, et puis globalement, on va dire que ça se passe plutôt pas trop mal pour tenir à peu près, en tout cas, ce momentum-là. On avait dit que si ce momentum-là était perdu en 4 heures, c'était un premier signal, et attention, c'est le cas, on a passé plus de 4 heures sous le momentum, on n'a pas fait jut comme ça, ce n'est pas une mèche, si on considère que ceci est une trend en 4 heures, elle a été hard closée, donc ça deviendrait une trend daily. Donc voilà, à ce stade un petit peu les informations là-dessus. En tout cas, refus sur la zone pour le moment des 66. Pas de visite des 70. Tenue du momentum, on peut pas vraiment dire que ça soit le cas, mais tenue du support 1 heure, on peut dire que c'est le cas. Tenue du momentum, si on devait le renommer, entre guillemets, eh bien à ce moment-là, on aurait quelque chose comme ceci, et qu'on devrait typiquement nommer en daily, c'est-à-dire que on devrait lui donner cette time frame du daily, puisqu'en l'occurrence, en 4 heures, il est perdu. Est-ce qu'en daily, il est perdu? La réponse est pour le moment non, mais il faudrait arriver à clôturer ce soir au-delà des 65 487 $ pour que cette structure tienne en daily, globalement qu'on ait juste là, ici, une mèche sous la traîne. Vous voyez qu'elle avait plutôt bien marché par le passé. Est-ce qu'on serait pas dans une correction un petit peu plus substantielle ici, pour finalement ensuite derrière venir casser et ou se retourner, mais j'irais plutôt dans le sens du casser. Eh bien c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Mais à ce stade, le juge de paix, ça va être ce 1 heure ici, et ça va être éventuellement la tenue de ce daily, en tout cas par rapport à de la prise de décision. Encore une fois, c'est pas parce que vous tracez une droite sur votre graphique qu'elle va nécessairement tenir. Ce que vous tracez, c'est un critère d'aide à la décision, un critère de trade management. Ether, BTC, il n'est pas trop dans la souffrance, on va dire qu'il y a un petit support daily par ici, vous le voyez. Je pense qu'on peut dire que ça a été cassé, on peut dire que ça a été perdu, donc on va l'enlever. Et globalement, on peut dire que là, il y a un petit support sur cette zone-là, quelque part par ici. Voilà. Ça, c'est du daily également. On va regarder si ça tient en 4 heures, auquel cas on va le relabelliser en 4 heures. En 4 heures, c'est pas trop mal. Je trouve qu'il a même un petit peu plus d'intérêt si jamais on le décale un petit peu plus bas, comme ceci, d'accord, et que on le repasse en 4 heures. Ici, en l'occurrence, voilà. Si on tient ça, c'est plutôt bon pour Ethereum. Si jamais on le perd, en revanche, ça sera un retest de la cassure de la trend qu'on vient de faire ici. Étant donné qu'on a perdu le momentum initial, là où c'est plutôt encourageant, je dirais, c'est qu'on n'a pas vraiment temporisé ni sur ce momentum-là, ni sur celui-là. Ce qu'on dit dans ces cas-là, en général, c'est que, comment dire, quand vous avez plus ou moins des momentum ici qui s'alignent comme ça, quelque part, comme ceci, c'est que le prix peut venir à chercher le point pivot. Pourquoi ça? Parce que vous cassez un premier momentum, donc vous avez cassé une distribution qui est ici, vous en cassez un deuxième, donc vous avez une ligne de distribution qui est ici. L'idée, c'est que le prix est censé remettre cette distribution à plat. Donc on peut vraiment jouer ce type de trade, c'est-à-dire 0,042 en ce qui concerne Ether contre Bitcoin, d'accord? Voilà, petite technique de trade ici assez facile. Alors il faut que ça soit limpide, il faut vraiment qu'on puisse bien voir qu'il y a des points pivots.
Je cherche là si on en a peut-être des plus... Oui, si par exemple, hein, on venait à casser ceci, d'accord. Si on vient à casser là la rouge, bah du coup ça serait une revisite du point commun à ces deux droites, c'est-à-dire les 0,53. Donc casser ça sur BTC Ether, ça serait revenir peut-être potentiellement visiter ça. Ici on voit que ça a été perdu, j'en profite pour nettoyer un petit peu la charte. Ça doit être une target, ça doit être aussi également une target. Je pense que du coup ça c'est perdu. Et voilà un petit peu l'idée. Donc Ether contre Bitcoin est toujours baissier, hein, attention, il n'y a pas de retournement majeur ici, mais on va dire que sur la petite UT, eh bien on peut jouer ce retracement-là, d'accord, puisqu'on est dans cette tendance-là. D'accord, et on laisse un runner éventuellement au cas où ça vienne casser plus haut. Voilà, pour la structure sur Ether. BTC, Ether USD... Alors, EtherUSD, ce qu'on peut dire, bon, bah, c'est pareil, cassure de la distribution la plus importante, là où finalement Bitcoin se trouve quelque part par là, et il faut comprendre que la distrib sur Ether, elle est plus pentue. Hein. S'il y a appréciation du ratio Ether contre Bitcoin, il y a quand même des bonnes chances de revenir revisiter ce niveau-là, minima, je dirais $3000. Si jamais en revanche le prix décide de corriger à partir de maintenant, il se pourrait que, d'une certaine manière, Ether corrige peut-être un peu moins. En tout cas, ce qu'on voit sur Ether, c'est que il y a très certainement un niveau par ici sur lequel il est distribué actuellement. Si jamais il arrive à faire, par exemple, un triangle rectangle comme ceci, d'accord, et là je casse. Donc là vous comprenez que c'est une structure de retournement, une structure de bottom, hein, un petit peu comme un triple bottom larvé, hein, d'accord, c'est ça qui est un triangle ascendant, on appelle ça. Et où typiquement casser en tout cas ce niveau-là, vous avez aussi une assez jolie petite épaule tête-épaule, donc là vous avez votre structure de retournement. S'il rejette sur cette zone-là, on continuera sur une tendance baissière, peut-être pour venir revisiter les 2100. Voilà, à ce stade, je dirais que le fondamental serait plutôt bon pour aller dans le bon sens. Attention, demain on a un rapport ADP, c'est ce qu'on va avoir dans le fondamental, et bien sûr vendredi le rapport NFP, donc tout ce qui tient à l'emploi aux États-Unis. Et comprenez bien que la grande question actuelle, c'est est-ce qu'on est en récession ou pas. Donc du coup, ici on va bien évidemment y porter l'attention la plus importante. Y porter une attention toute particulière. Voilà, momentum perdu ici également sur cette petite hausse à la cassure qu'on a vu du range des altcoins entre 19 et 21%. Pour le moment, ça nous fait une petite flat potentielle ou en tout cas ou un double top. Hein, vous comprenez qu'il y a toujours cette question-là. Là, en l'occurrence, ça serait peut-être même plutôt un triple top. Si ça casse, c'est pareil. Si ça casse ce niveau-là, là, on est en 4 heures, donc c'est bien qu'on l'ait mis comme ça. On pourrait peut-être le mettre un petit peu plus bas, peut-être un petit peu par ici, voilà, quelque part par là. Si ça casse ça, ça tient, ça va monter encore. Si ça perd, en revanche, ce niveau-là, ça sera plutôt un retest de la trend inférieure autour des 20%, qui correspondrait plutôt pas mal, je dirais, à un retest de la ligne de coup de cette structure de retournement-là, d'accord? Ici, revenir là, ferait sens, c'est-à-dire j'avais auparavant une résistance que je transforme en support. Pourquoi ça? Parce que tous ceux qui ont... Enfin, la psychologie d'un retest comme ça, c'est plus ou moins tous ceux qui ont vendu ces zones-là sont en train de les racheter. Hein, c'est comme ça qu'on passe une marche. Et où tous ceux qui se font peur ici revendent. C'est-à-dire j'avais shorté là, d'accord. Ici, je suis sous l'eau. À partir du moment où je reviens à mon point d'entrée, là où j'avais tradé mon range, hein, finalement, vous le comprenez, hein, là, ici, il y avait un range. Eh bien, quand je reviens à mon point d'entrée, j'aurais tendance à hedger ma position, à me dire, oulala, j'ai été un petit peu sous l'eau pendant un certain temps, donc je vais avoir tendance, pas à hedger ma position, mais carrément à en sortir une fois que je suis retourné à mon point d'entrée, tout simplement parce que, j'ai souffert pendant un certain temps. C'est ça la psychologie d'un retest. Market cap crypto, market cap stablecoin, pardon, qui vous le voyez ici nous fait un gros retracement, ça veut dire qu'il y a eu de l'achat, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Moi j'aime bien quand elle augmente, ça veut dire qu'il y a de l'argent sur le côté, mais au moment où on détruit du stablecoin, ça veut dire qu'on achète de la crypto, vous l'aurez bien compris, donc du coup ça c'est souvent un bon signal d'achat entre guillemets. La stablecoin dominance qui, pour le coup, malgré cette vague d'achat, entre guillemets, est en train de remonter. Ça tient à la baisse de Bitcoin, hein, bien sûr, sur les de 66 000 à 64 000, on va dire ça comme ça. On a dû descendre vers 63,5.
Globalement, ce qu'on peut voir sur la stablecoin dominance, ce qu'on veut voir, c'est que cette distribution-là est en train de continuer. Donc, ça continue sur le même momentum sur la distribution de l'indice du cash en crypto, hein, finalement. Ici, on avait cette jolie épaule tête-épaule également, comme ceci, sur la dominance, qui pourrait être testée et éventuellement, on va plus bas. Donc, si on perd le momentum, il faut que ça se fasse de manière corrective, c'est-à-dire assez larvée, une petite montée un petit peu larvée, qui revient chercher un petit peu ces niveaux-là, donc autour des 7% de stablecoin dominance, pour ensuite, finalement, se raviser et redescendre. Bitcoin dominance qui est plutôt en train de tergiverser. Alors, la Bitcoin dominance est haussière, hein, bien évidemment, mais on voit quand même, et attention, c'est arrivé par le passé sans que ça donne nécessairement raison, que la montée se larve, d'accord? On perd le momentum ici de la montée de la Bitcoin dominance. Quand je dis c'est arrivé par le passé, ouais, c'est un petit peu ce qui se passe un petit peu par là, c'est assez larvé, et puis finalement, paf, ça repousse encore un petit peu plus haut, etc. On va voir dans les déclarations, et d'une certaine manière, quand on ira voir le fondamental, eh bien que on n'a pas touché des targets qu'on aurait prédit, c'est-à-dire l'attaque ici de ce pic. Moi, c'était vraiment quelque chose que je vise, c'est quelque chose toujours, hein, d'ailleurs, que je vise, quelque part autour des 60% ici. C'est une belle zone de rejet, cette zone-là, au sens où on est sur une trend de distribution à très long terme, là, ici, et puis c'est une zone de rejet également, de par le niveau qu'elle présente, sous-entendu, on a couvert ici une imbalance. Là, Bitcoin avait perdu de sa superbe très rapidement par rapport aux alts, et donc, du coup, il avait perdu en dominance, de manière assez extrême. Ce qu'on peut voir ici, c'est cette très jolie structure de bottom qu'on a posée, et puis finalement ici un Bitcoin qui reprend énormément de dominance, avec un momentum très important, momentum qui commence à se larver sur ce canal, d'accord? Vous le voyez ici, ce canal. Donc l'une des grandes questions, c'est est-ce que est-ce que je tiens dans ce canal, c'est-à-dire est-ce que la Bitcoin dominance va venir ici, puis rejeter, hein? Je pense pas que la Bitcoin dominance dépasse les 60% dorénavant, en tout cas à l'avenir. Il est possible que ça soit le cas, mais je trouve que les alts commencent à prendre une place institutionnelle qui laissera, et également je m'attends pas nécessairement, même dans une tendance très forte à la montée, que les stablecoins aillent en dessous des 4%, 4-5%, d'accord, parce que aujourd'hui les stablecoins sont adoptés de manière institutionnelle, donc ça prend déjà un petit peu de place sur la market cap totale. Vous comprenez qu'on est à 57% ici de Bitcoin dominance. J'aurais été tenté de dire que les à peu près 60%, très légèrement en dessous, représentaient une forme de maximum, hein, et ce d'autant plus que c'était finalement des targets qui étaient assez perspicaces à la cassure de ce range, c'est-à-dire que là, bah, on se dit, bon, on va faire un swing, on va aller encore un petit peu plus haut. Attention, peut-être que 48 sera désormais un support également sur la dominance, mais je m'attendrai quand même à ce qu'on vienne visiter les 60. Pour le moment, c'est pas le cas, et on larve la montée, mais elle est toujours haussière, hein, d'accord? La Bitcoin dominance est toujours haussière, au travers des ETF, et on va dire la décentralisation de Bitcoin qui représente un énorme avantage à ce stade-là. Le gros avantage des altcoins, c'est leur petite market cap par rapport à Bitcoin. Donc quand on rentre dans un domaine, on va dire, où l'argent est gratuit et que entre guillemets vous avez des taux qui deviennent plus faibles, eh bien ça a tendance à bénéficier aux altcoins, mais en général, en tout cas de ce qu'on peut voir dans le passé, ça n'est pas instantané, hein. Donc on peut vraiment peut-être se dire que ici Bitcoin continuera un petit peu son ascension de 3 ou 4%. En termes de dominance. Maintenant, c'est une belle zone de rejet également. Ce qui nous emmènerait finalement à l'attaque de ce pic-là, d'accord? Là-dedans. Alors, ici, donc vous avez un niveau, une trend, ça reste une belle zone de rejet technique, on va dire ça comme ça. On passe sur le fondamental, on reviendra sur Bitcoin et les petites time frames en fin de vidéo. On va déjà préparer tout ça et ensuite voilà sur le fondamental. Alors je vous invite éventuellement à mettre un like sur la chaîne si jamais le contenu vous plaît, c'est très important de le faire, tout simplement pour soutenir la démarche.
Chez moi, tout est gratuit et vous avez la possibilité de venir vous créer un compte sur Bluefin avec le code de la chaîne qui est CryptoSignal FR, et tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants qui ont des problèmes de cœur à la naissance en France et venus de pays dans lesquels il n'y a pas forcément les infrastructures pour les opérer. Et je pense que c'est important de bien comprendre que un enfant, ce genre d'enfant n'a pas choisi, etc. Donc c'est vraiment une démarche importante pour moi. Les afflux sur les ETF, et j'en profite également de ne pas hésiter à venir vous affilier sur le compte CryptoSignal, celui avec la coche bleue. @CryptoSignal FR, et en l'occurrence ici on a eu 61 millions d'afflux sur les ETF hier. On a des petites sorties sur certains, et iBit qui est un petit peu le grand gagnant avec donc BlackRock, avec des entrées de l'ordre de 72 millions. Sur Ether on reste à plat, avec sortie nette de 1 million, donc vous voyez que iBit prend 11 millions, et derrière je pense que Grayscale doit en perdre 11, voilà, donc c'est moins 0,8. Grayscale très cher en frais, et Grayscale représente un trade, donc ici on vend un premium. Le mois d'octobre sur Bitcoin, on va dire que en général on appelle ça Uptober, puisque 80% des mois d'octobre sont verts. Ici, c'est Quentin ici qui nous dit 100% des années d'élection. Alors attention, on n'en a pas beaucoup, hein, on a un backtest de 3 du coup. Non, 100% des années d'élection ont eu un octobre vert, novembre et décembre. Donc 100% des années d'élection américaines ont eu octobre, novembre et décembre de vert. Et 100% des années avec un septembre vert ont eu aussi un octobre qui était dans le vert, novembre et décembre. Le backtest ici n'est pas incroyable en termes de... Bitcoin est un asset qui est jeune. Maintenant, on peut dire qu'effectivement, les fins d'année, en général, les quarter four, donc les quatrièmes trimestres, ont tendance à être quand même plutôt bénéfiques à la crypto. Ici, on voit les stats d'octobre, qui est statistiquement le meilleur mois sur Bitcoin. Novembre est plutôt un bon mois également, et décembre, c'est un peu plus mitigé. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Alors attention, ce sont des datas saisonnières, certes, et qui sont très intéressantes. Je ne le cache pas, moi j'étudie des datas également au niveau des horaires, ça m'est arrivé, des datas au niveau des jours de la semaine, j'avais fait toute une vidéo dédiée là-dessus, quels sont globalement les bons moments pour trader, etc. Et c'est tout à fait... mais vous ne pouvez pas mettre, encore une fois, la totalité de votre richesse là-dessus. Et j'en prends pour exemple septembre, qui en général est un mois de correction, vous le voyez ici, et qui là a été très bon. Avec une perf de 11%, le meilleur mois de septembre de tous les temps. Donc est-ce qu'on se dirige vers une hausse extrêmement prononcée? C'est tout à fait possible. Quand on regarde les backtests, d'ailleurs c'est plus ou moins le cas. Cela dit, est-ce que ça veut dire qu'on saute à pieds joints pour autant sur, on va dire, un portefeuille d'investissement plus prononcé? Personnellement, moi, mon portefeuille est prêt. Si on devait partir comme ça, mon portefeuille est littéralement prêt. Donc du coup, voilà, j'y vois aucun problème, y compris en étant investi, je dirais, à peu près dans des quotas de 70%. Excusez-moi, je mets en pause. Donc du coup, oui, premier débat entre les deux vice-présidents, ça ce sera pour, je sais pas la date, mais ça va être bientôt. Tim Walz et J.D. Vance, donc choisissez votre camp ici, et si le débat vous intéresse, je pense que ça sera quand même relativement intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que Trump... est quand même menacé, hein. Après 2 tentatives d'assassinat, on peut dire que c'est le cas. Il y a quand même des chances que J.D. Vance, si jamais Trump était élu, à un moment donné, ait le pouvoir. Donc ça restera intéressant de voir ce qu'il a à dire. Extrêmement pro-crypto, hein, J.D. Vance. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Enfin, en tout cas, personnellement, je le ferai. Et Larry Fink, qui est donc le responsable crypto, pardon, de BlackRock, c'est pas Larry Fink.
dit que la narrative ETH n'est pas comprise par la plupart des investisseurs, d'où le départ finalement relativement mitigé des ETF. Ethereum, encore une fois, venez vous abonner éventuellement sur le Twitter, 1915 abonnés, ça n'est pas suffisant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dessus. 50 contre 49 dans les sondages sur, on va dire les estimations de Polymarket sur Kamala contre Harris. Invasion au Liban de la part d'Israël. Oh bah dites-moi si ça vous dirait que je fasse un sujet éventuellement un peu géopolitique sur la zone. Je sais que ça plaît pas mal en général quand je fais des sujets géopolitiques. Si ça n'est pas le cas, parce que vous considérez que c'est trop touchy, bah dites-moi aussi. Voilà, dites-moi en commentaire. Bitcoin à 100 000 $, c'est démodé. Maintenant, les prévisions sont à 200 000. Le PDG de CleanSpark qui avait fait cette prévision, et je crois que c'était hier. Les ETF, on l'a dit, 61 millions pour hier. Ici, on va regarder que les headlines. Hein, on va pas aller ici. Le link to Ishiba Let Soon dans le Nikkei comes to question as the yen declines. Je pense que c'est la politique monétaire au Japon. Je ne sais pas qui est Ishiba Led. Je pense que c'est peut-être le Powell japonais. Je ne sais pas. Hive Digital qui passe, on va dire, enfin qui élargit son activité depuis la crypto vers les centres de minage d'intelligence artificielle, enfin les data centers d'intelligence artificielle. Hive, c'est un petit peu les gros OS, etc. que vous avez quand vous minez. Donc tant mieux pour eux, c'est plutôt un bon move. Ici, pas grand-chose. On a visiblement des strikes, des grèves au niveau des dockers aux États-Unis. Visiblement, les Saoudiens qui achètent des firmes chimiques allemandes. Et voilà. Et étant donné que le stock market entre dans une saison volatile au niveau des élections, le rallye pourrait continuer. Alors, calendrier économique, demain, rapport ADP. Qu'est-ce que le rapport ADP ? C'est un sondage qui est effectué par téléphone par une firme privée qui appelle énormément d'entreprises aux États-Unis pour savoir si tout simplement ils ont embauché. C'était à l'époque quelque chose qui permettait plus ou moins d'avoir les devants en ce qui concernait le rapport NFP, qui est le rapport officiel. 2 jours après, en général 2 jours avant, on a l'ADP, et 2 jours après, on a l'officiel. Ici, on aura cette nouvelle hebdomadaire qui pourra également nous mettre dans l'idée, hein, est-ce que le chômage est à l'augmentation ou pas. Donc globalement, je pense que demain, on parlera de ça, et après-demain, on parlera un petit peu de ça, pour se dire, bon, ok, quel pourrait être finalement le rapport NFP. Rapport NFP qui donne un consensus à 4,2, c'est-à-dire un chômage qui trouve un plateau à 4,2. On regardera aussi vraiment attentivement les hourly wages, est-ce qu'ils ont augmenté, est-ce que les salaires augmentent, parce que tout simplement, augmentation des salaires face à un plein emploi, hein, c'est souvent le cas, c'est-à-dire pour te garder comme bon employé, je vais t'augmenter. Si la hourly wage augmente, c'est parfois quelque chose qui emmène vers une spirale de l'inflation, et le rapport NFP, le nombre de créations d'emplois non-farm, c'est-à-dire dans tout ce qui n'est pas des secteurs saisonniers. Les liquidations sur la journée d'hier, alors 172 millions, c'est une journée plutôt péchue, / normale, mais plutôt péchue. On voit que les altcoins sont celles qui ont le plus liquidé. Donc il y a peut-être un petit peu de degen ici dans le lot à venir chercher, hein, c'est-à-dire des traders qui vont long des altcoins un petit peu risqués. Et Bitcoin et Ethereum font 60 millions. On voit que Ethereum fait la même chose que Bitcoin. Donc peut-être un retour d'intérêt sur Ethereum, même si potentiellement l'action de prix a été relativement maîtrisée sur les deux, j'ai envie de dire. Alors ça c'est pas mal, on a des gros ordres qui commencent à apparaître au niveau du carnet d'ordre spot. Ils apparaissent sur la zone des 61,5 à 62,5. Petits ordres de vente ici, vous voyez que c'est ce qui avait un petit peu stoppé le prix ici sur ce petit retracement, et également ici. Donc il y a une volonté de repousser le prix à ce stade, une volonté de le racheter ici dans ces zones-là. C'est pas forcément les mêmes acteurs, hein. Vous comprenez ici qu'il y a, vous en avez qui est long, vous en avez qui est short. C'est plutôt une baston, je dirais.
Dans ce qu'on peut voir ici sur les marchés en levier, c'est une jolie correction de l'open interest de 13 milliards, de 14,5 milliards pardon, à 13,5 milliards. Donc on perd 1 milliard d'open interest en tout. Donc c'est bien, le prix fait le taf, hein, ici, notamment ici sur ce niveau-là, où énormément de gens sont sortis, cette correction-là. Donc là on sort des retardataires, hein, vous l'aurez compris. Ici, même chose, hein, donc on a perdu 1 milliard, encore une fois, en open interest, ce que j'aurais tendance à dire reste relativement logique. Ici, en revanche, on en reprend beaucoup. Donc là-dedans, il y a du shorter et du longer, puisque le funding reste stable, hein, là-dedans. Et puis ensuite, sur la continuation de cette correction, ici, on a tendance à en reprendre beaucoup. Et là, à 13,5, on est en train de se reprendre un petit peu. Quand je regarde les niveaux, donc on voit, ce niveau-là a été pris, on l'avait mis en avant hier. Concrètement, j'ai une baisse de l'open interest, montée du prix ici. Je trouve que ça va plutôt ensemble. Ici, j'avais peut-être du long, mais il a été sorti depuis. Là-dedans, j'ai du long qui est liquidé, hein, et qui perd position. C'est pour ça qu'on a ce gros spike sur le funding. Et là, ce que je vois dans ce contexte-là, c'est plutôt un prix qui augmente, un funding qui diminue. Théoriquement, dans ce contexte-là, encore une fois, on devrait voir un prix qui augmente et un funding qui augmente, puisqu'on vient chercher du short. Donc on peut estimer qu'il y a du shorter sur cette structure, comme ceci, en haut là, ici. Donc la direction intraday serait peut-être potentiellement plutôt vers le haut, en tout cas ce qui est frais, ça se trouve en haut. Ensuite, iBlock. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous créer un compte sur iBlock, à passer par le lien de la chaîne également. Je crois que c'est Crypto Signal FR aussi. Le lien est en description, hein, de toute façon. Et globalement, on peut voir qu'il y a quand même plus de shorter que de longueur sur cette structure. Hier, on avait dit attention, il y a quand même une petite boule de liquidité en dessous, il y a des chances qu'on vienne la prendre. Ici, ça relongue à nouveau, mais ça manque un peu de liquidité intermédiaire pour faire le lien avec tout ça, peut-être, en tout cas c'est ce qu'on pourrait dire. Cette grosse position avait été sortie, on a une grosse position ici, une autre ici, une autre là. Globalement, vous avez une poche de liquidité vers le haut qui est assez fraîche depuis cette descente, que je qualifierais de trouver sa source autour des 65 500. Voilà pour iBlock. Attention, il y a un peu de monde dessous, donc ça peut nous donner ici un petit flush supplémentaire vers le bas, mais on va dire que la weekly est quand même plutôt jolie pour pousser plutôt en haut. Attention ici également quand on regarde, enfin c'était la 5 jours qu'on regardait là, la weekly, ce qu'on avait dit qui allait probablement être pris, c'était ça. Il reste encore un petit peu de la liquidité en dessous, et ce qu'on essaye de viser ici, c'est plutôt 66 700. La question étant, celui qui a acheté là, ne va-t-il pas vouloir revendre plutôt par là? Sous-entendu, j'ai accumulé des contrats dans cette zone, je vais aller les fourguer dans les liquidations de cette zone-là. Alors, la grande question ici, c'est est-ce qu'on vient toucher 62 et peut-être un petit peu moins, donc manger ce qui reste de liquidité vers le bas, et vous voyez que la situation est complètement reversée un petit peu par rapport à hier, puisqu'on a eu cette baisse de prix. Ou alors, est-ce que j'attaque cette liquidité intermédiaire qui se trouve là et qui est assez fraîche, et c'est celle qu'on a montrée ici quand on a fait les marchés en levier, pour venir finalement peut-être distribuer sur la zone des 67-68. On va retourner sur le prix, et en fonction de la structure, regardez un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors bon, vous l'aurez compris, ça on en a parlé en début de vidéo, c'est ce 1 heure pour moi qui est juste de paix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dégage en dessous, il y a des fortes chances qu'on dégage un peu plus bas, sous-entendu sur la zone des 60, voilà, 60, 61. En revanche, vous comprenez qu'on a créé les conditions d'une liquidité intermédiaire ici, qui est beaucoup plus faible, hein. Attention, on a plus de monde. On a plus de monde en dessous, on a plus de fraîcheur au-dessus. Hop, on va le dire comme ça. Fraîcheur égale qualité, un petit peu comme quand vous êtes au supermarché, on va dire. Quantité égale quantité. Et ici, il faut bien le comprendre, la liquidité intermédiaire que je vois dans cette petite box est bien moins conséquente que celle que j'irai voir dans celle-ci. D'accord? Donc, personnellement,
on va dire ça comme ça, je verrai quand même plutôt un mouvement sur la longueur se présenter vers le bas, et peut-être intraday, un mouvement très légèrement haussier qui nous permet, on va dire, d'aller bouffer ça. Pas forcément bouffer ça, pas forcément bouffer les 67. Pour l'instant, on peut, du coup, vous le voyez ici, on ne vient pas bouffer ça pendant un certain temps. Donc, globalement, on peut créer les conditions, je dirais, d'un range entre 62 et 66 pendant un certain moment. J'aurais peut-être tendance à dire ça, c'est-à-dire que là, il y aura de la défense, là, il y aura de la défense, et puis finalement, au bout d'un moment, le prix viendra dériver en dessous, toucher, prendre la liquidité en bas, et puis venir la distribuer en haut. Est-ce que la première déviation du range aura lieu vers le haut ou vers le bas? C'est une question qui vous appartient d'une certaine manière. Quand je parle de range, je parle de cette boîte qui commence à avoir des fortes chances ici de se mettre en place. Alors pour l'instant c'est tôt pour en parler, mais on voit une jolie réaction ici, et on voit une jolie réaction ici. D'accord. Pour le moment, ça reste encore un peu tôt pour en parler, encore une fois, mais voilà, c'est pas à la fin du range qu'on devra se dire, je pense qu'il y aura un range, là, il y a des bonnes chances qu'il y ait un range. Non, c'est au début où on se dit, est-ce que je jouerai pas finalement, encore une fois, sur des directionnels un peu intraday, ce genre de choses. Alors, donc, dans un sens, personnellement, moi j'aurais tendance en intraday, à ne pas rentrer là, mais à rentrer un tout petit peu plus bas. D'accord. Peut-être plutôt vraiment sur un 5 minutes ou quelque chose que j'aurais tendance à trouver un petit peu plus bas. Ça serait plutôt la technique que je prendrais. En me disant, peut-être que cette boîte, elle va se défendre une nouvelle fois. Et qu'on va ici venir chercher à nouveau ce niveau-là. Pour peut-être le manger et ensuite revenir en dessous. Donc j'irai peut-être plutôt sur une déviation au-dessus avant une déviation au-dessous. Si en revanche, le prix vient à dégueuler, donc là, vous comprenez qu'on parle d'une éventuelle rentrée à l'aveugle, en soi, c'est-à-dire aller chercher le 5 minutes ici. Pourquoi le 5 minutes? Tout simplement parce que c'est l'endroit sous lequel le prix, théoriquement, devrait dévier le moins possible. C'est là qu'il a le moins de temps pour prendre la liquidité et ressortir. Je pense qu'il est à peu près par là. Encore une fois, c'est de la didactique ici. C'est pas forcément sur ce trade-là que vous allez... nécessairement, c'est pas le trade du siècle, quoi, entre guillemets. Mais... ouais, j'ai un joli 5 par ici. D'accord, donc 62,5. Donc en soi, je pense que peut-être une bonne idée pourrait consister à dire, moi je rentre à 62,5 pour sortir totalement, quasiment. Si vous voulez laisser un runner, vous le laissez. Après, c'est toujours pareil, c'est sur la zone du 5 minutes du haut, d'accord. En soi, en revanche, si, et pour le coup, ça mérite, et c'est pour ça que l'intraday demande beaucoup de présence devant les écrans, si on perd ce 5 minutes là ici, que vous pouvez établir en 15 si vous voulez, etc. Vous comprenez, encore une fois, c'est pas parce que vous tracez une droite sur votre... c'est un critère d'aide à la décision que vous tracez là. Ça n'est pas... c'est je veux une petite prise de liquidité et ça se remet. Je veux que les gens qui ont acheté du contrat sur ces zones-là le refassent. Ok, vous avez compris que si ça ne se passe pas, ça veut dire que vous êtes sorti de votre trade et on se dirigera plutôt vers les 61,3 et peut-être 60 700 $, d'accord? Mais en intraday, voilà, ça serait peut-être quelque chose à jouer. Et par ailleurs, si ça n'est pas le cas, tant pis, vous n'aurez pas ce trade et on verrait quand même peut-être plutôt le prix venir prendre une partie de cette liquidité intermédiaire là. Si jamais en revanche, il commence à grignoter cette liquidité intermédiaire et se diriger sur la zone, je dirais 67-68, là où vous avez vu que sur la 1 mois, on avait quand même un petit peu de liquidité, à ce moment-là, c'est peine perdue. C'est-à-dire qu'on est déjà en sortie de range, etc. et toutes ces choses-là, surtout s'il s'installe en 4 heures au-dessus de ce niveau. D'accord? En revanche, s'il le fait assez rapidement, qu'il corrige sur le 5 minutes, il y aura un short intraday de sympathique à venir prendre pour venir prendre ses profits très exactement sur le 5 minutes qui est là et peut-être laisser un runner pour aller manger la liquidité qui est en bas. D'accord? Intraday, ça va demander énormément de temps devant l'écran, encore une fois. Celui qui veut plutôt chercher du swing, et ça on en a parlé hier, en tout cas, à mon sens, voilà, encore une fois, ça reste que ma méthode, ma manière de voir les choses, il devra plutôt se situer en bas de cette poche de liquidité-là, qui est quand même assez conséquente en monthly, on l'a vu. Là, il y a la quantité, là, il y a la fraîcheur, et là, il y a pas mal de fraîcheur, il y a encore plus de fraîcheur, d'accord? Donc là, il y a quantité, fraîcheur. En général, on a quand même tendance à dire que c'est plutôt la fraîcheur qui est revisitée en première, d'accord? Même si c'est pas une certitude, c'est-à-dire hop là, et puis ensuite hop là. Maintenant,
à ce stade-là, j'aurais peut-être tendance à dire que l'entrée bas de range intéressante se trouve en tout cas pour moi sous ces 2 ou 3 ou 4 niveaux-là, d'accord, comme ceci. Voilà, c'est mon avis. Ça ne reste que mon avis. 34 minutes, on va s'arrêter là. Vous voyez qu'on vous a présenté des opportunités intraday, des opportunités un peu plus swing. Voilà, celui qui veut trader sur vraiment plusieurs mois ou qui veut investir, hein, puisque finalement un trade sur plusieurs mois, c'est un investissement. Voilà, j'aurais plutôt tendance à viser pour être tranquille hein, sur, encore une fois, de l'investissement spot. Quelque part, ici, d'accord, donc 50 dans cette mèche, hein, en fait, et c'était plus ou moins ce qui était préconisé là-dedans. Et ou ici, à 42. On ne sait jamais, sur un malentendu, vous avez ici vos entrées qui sont relativement propres. Sur un swing, encore une fois, qui pour moi est plutôt un trade de quelques semaines, pas vraiment plusieurs mois, pour le coup, j'aurais tendance à dire qu'on est dans cette zone-là. C'est ça que je qualifierais comme zone intéressante, quand on aura bouffé la liquidité qui est ici. Et voilà un peu l'idée. Vous voyez l'idée ici des UT. On va dire, je viens pas violer, je respecte l'UT dans laquelle je me trouve. Ici, on va noter ça comme un range potentiel. Pas forcément une certitude, mais si jamais c'est ce qu'on avait, ça pourrait. On va le mettre comme ça et comme ça. Ça pourrait vraiment se mettre en place, voilà. Voilà, petite période de tergiversation jusqu'à la prochaine grosse news. Le rapport à NFP, pour le moment, personnellement, j'ai pas forcément d'avis. Est-ce qu'on sera au 4-2 annoncé par le consensus ou pas? Tout simplement parce que j'ai pas les datas. Voilà. Demain, je pense que déjà avec le rapport ADP, on aura une première mouture de ce qui pourrait éventuellement se passer. Et puis avec les inscriptions au chômage de jeudi, d'autant plus. Et puis avec, donc là, vous avez 3 jours où peut-être peut se mettre en place. Si jamais on sent que le truc va être en dessous des 4,2 ou au 4,2, peut-être globalement quelque chose qui pourrait se présenter comme relativement haussier, au sens où le joug de la récession plane au-dessus des États-Unis. Personnellement, si je devais avoir une vision des choses, bon, j'aurais tendance à dire que à mon avis, en tout cas c'est pour l'instant ce que je suis en train de me dire, il y aura un no landing, c'est-à-dire qu'il y aura un ralentissement économique certes, mais on va repousser cette crise à plus tard, comme c'est un petit peu la mode en ce moment, et comme Powell d'une certaine manière aime bien faire. Et on va le faire peut-être potentiellement en imprimant un petit peu, donc du coup ça reste une opportunité, j'ai envie de dire, non pas par rapport à la sphère fondamentale, qui est pas géniale, mais le consommateur américain est plutôt résilient, il y a quand même plutôt une consommation sur place. Et d'une autre manière, on a aussi des signaux qui annoncent quelque chose, mais pour le moment, ça ne se met pas en place non plus. Donc on suivra particulièrement le chômage qui risque de faire bouger tous les marchés, hein, et je parle ici à la fois du S&P comme du Bitcoin. Et de la crypto dans son ensemble. Signal de récession égale grosse correction sur les alts et potentiellement correction sur BTC supplémentaire, ou en tout cas on reste un petit peu dans cette structure de consolidation actuelle. D'accord, celle-ci. Et très bons signaux, égale, voilà, on fait un petit truc, peut-être une petite conso là, et puis ensuite on casse. Voilà, on a 2-3 jours ici intéressants à venir. Et je pense quand même que le fondamental y est pour beaucoup en ce moment, au travers de ce que vont faire les institutionnels, tout simplement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et aujourd'hui, la question sera... Tiens, est-ce que vous aimez, on va dire, tout ce qui est camping sauvage, voilà, c'est-à-dire se barrer, prendre la bagnole et puis aller dormir un petit peu sous la tente, mais à l'arrache.
Moi, personnellement, j'adore ça. Je trouve que c'est le moyen d'avoir le plus beau jardin du monde, c'est-à-dire et de créer aussi des souvenirs aux enfants. Euh, donc voilà, le fait d'être un petit peu dans la nature, etc., ce genre de choses, nous reconnecte avec les choses qui sont vraiment importantes. On a l'habitude d'ouvrir le robinet, et là, voilà, c'est toujours plus... Il faut économiser l'eau, etc. Vous avez un jerrycan sur vous, il faut galérer à aller chercher du bois, ce genre de choses. Je trouve que c'est une bonne manière de se reconnecter avec les choses. Et voilà, c'était la dimension philosophique du jour. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien voilà, tout ce qui est camping, camping sauvage, etc. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire moins de 20 minutes pour celle-là parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire, mais bon, finalement, on a fait des trucs un petit peu techniques, enfin un petit peu en tout cas trade management, risk management, etc. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.